BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview. Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. Notre invité ce soir, c'est Pierre-André Tchalada. Il est président de Saint-Gobain, il est nouveau président de l'Institut de l'entreprise et est aussi co-président de la Fabrique de l'industrie. Pierre-André Tchalada, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous venez de prendre vos fonctions à la tête de l'Institut de l'entreprise. Vous avez succédé à Antoine Frérot, le patron de Veolia. Vous avez conduit une enquête très intéressante qui montre que finalement les Français aiment bien leur entreprise et puis en même temps ils ont une certaine méfiance. Est-ce que c'est pas un peu contradictoire? Mais je voudrais revenir sur le partage de la valeur. Un accord a donc été en passe d'être signé, c'est jusqu'au 22 février. Enfin, il est déjà validé par 2 syndicats sur l'intéressement, la participation dans les petites entreprises, les plus grandes entreprises. Et on sait que Geoffroy Roux de Bézieux, le patron du MEDEF, avait dit ça serait un coup de poignard si on ne le respecte pas, si les politiques ne le respectent pas. Et les Elisabeth Borne vient de dire ça y est, on va respecter à la lettre cet accord. Est-ce que vous poussez un ouf de soulagement? Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Oui, c'est une bonne nouvelle. Moi, ce que je pense, c'est qu'il faut souligner qu'un accord entre les organisations professionnelles, le patronat et les syndicats dans le climat en ce moment, c'est une bonne chose. Donc, et sur un sujet qui est très important. Donc, je trouve que les organisations ont fait un bon travail et c'est logique et normal que l'État s'en saisisse. Alors, effectivement, il y a un certain nombre de dispositions dans cet accord qui nécessitent des modifications législatives. Et donc c'est ça que le président du MEDEF souhaitait voir le gouvernement reprendre. Donc c'est une bonne chose. Alors c'est un texte assez riche. Il y a pas mal de choses. Moi, il y a 2 choses qui sont les plus importantes. La première, c'est de prévoir que pour les entreprises de moins de 50 salariés qui en pratiquent aujourd'hui, n'utilisez pas tous ces mécanismes, la participation, l'intéressement, les plans d'épargne d'entreprise, etc. Si elles gagnent de l'argent, il faut qu'elles gagnent 1% de leur chiffre d'affaires pendant 3 ans, elles doivent mettre en place un de ces mécanismes. Oui. Donc ça, c'est quelque chose que les syndicats souhaitaient beaucoup, le gouvernement aussi, et je trouve que c'est... Alors, il faudra que ça reste quelque chose de... Parce que c'est pas la même chose, une petite entreprise, le patron, il est... Un grand groupe comme Saint-Gobain, c'est clair. Bon. Et pour les grandes entreprises, il y a un autre mécanisme qui est important, c'est qu'il doit y avoir on prévoit qu'en cas de profit exceptionnel, tel que défini par l'employeur, il y ait un déclenchement d'un supplément, soit de participation ou d'intéressement. Mais il faut savoir que dans les grandes entreprises, ce partage de la valeur, il est déjà très important. Sur les entreprises de la FEP, il y a 6 milliards... La FEP, c'est l'Association française des entreprises, voilà, c'est toutes les grandes entreprises. Les grandes entreprises. Il y a 6 milliards qui sont distribués à ce titre par an, en ce moment, et ça représentait l'année dernière 3 000 € par salarié en moyenne. Donc c'est vraiment significatif. Je peux vous dire, chez Saint-Gobain, alors c'est différent, ça dépend de nos sociétés, mais c'est des montants qui peuvent être encore plus importants. Donc en fait, le partage de la valeur, il existe déjà dans les grandes entreprises et dans les entreprises moyennes. Il est pas suffisamment connu, où il faut gagner en lisibilité et en simplicité. J'espère que ces accords vont contribuer à donner plus de visibilité à ce partage de la valeur qui existe en France plus que dans d'autres pays. Alors 2 points par rapport à ça. On sait qu'il y a 80% des salariés des grands groupes qui sont couverts justement, déjà couverts par un accord de participation ou l'intéressement. La participation, c'est légal, c'est pas un accord. Oui, mais pas l'intéressement et la participation. Oui. Et le 20% seulement des PME. Donc là, vous avez raison. Voilà. Pour les PME, c'est souvent compliqué. Oui, c'est plus compliqué. En tous les cas, c'est ce que dit François Asselin ou d'autres, qui disent c'est plus compliqué. Et puis en même temps, les salariés, ils ont peut-être aussi droit à un partage de la valeur. Je pense que, si vous voulez, c'est peut-être plus compliqué, mais c'est aussi... c'est pour ça que les grandes entreprises le font. C'est que associer les salariés au fait que quand les résultats sont meilleurs, eh bien, il y a un supplément, si je puis dire, c'est motivant. Donc, en fait, en termes d'attractivité et de motivation, ça doit jouer dans toutes les entreprises. Donc, oui, c'est peut-être plus compliqué, c'est culturellement moins habituel, mais je pense que c'est une bonne tendance. Et sur les super profits, cette fois-ci du côté des entreprises, on a vu, on va attendre, il y a les résultats de Saint-Gobain, mais ça sera en fin de cette semaine, donc évidemment vous ne pourrez pas en parler, mais on voit bien que toutes les entreprises qui ont défilé ici à ce même micro, elles sortent tous des résultats
époustouflant pour certaines, et notamment comme Total. Est-ce que ces super profits, il faudrait qu'il y a une manière ça soit écrit noir sur blanc, oui. que au-delà, quand il y a de tels profits, il faut qu'absolument mais vous que savez, la participation et l'intéressement soient... Patrick Pouyanné répondra à ma place, mais on sait toujours, les profits de Total, pour l'essentiel, ces énormes profits, ils ne sont pas faits en France. Ils sont taxés ailleurs. Et il faut regarder structure juridique par structure juridique. Il ne faut pas regarder ça en consolidé. L'intéressement et la participation, c'est par société. C'est pas une notion consolidée. C'est très important. Et pourquoi oui, ça peut paraître un peu bizarre, c'est un peu compliqué. Pourquoi c'est pas au niveau consolidé ? Parce que là, si vous voulez, c'est plus loin. C'est plus loin des gens. Ce qui est important, c'est de motiver les gens sur ce qu'ils font. Vous travaillez chez Total, vous ne travaillez pas dans la société d'exploitation Vous travaillez chez Total en France. Oui. Oui. Chez Saint-Gobain, vous travaillez chez Isover, vous travaillez chez Point P, vous travaillez chez Placo. C'est pas exactement la même chose. Ça fait partie de l'ensemble. Il y a des tas de mécanismes. On a des mécanismes. Un mécanisme dont on n'a pas parlé, mais qui est le plus important pour moi, c'est l'actionnariat salarié. Ça, il est au niveau de Saint-Gobain. Et donc, l'actionnariat salarié, c'est d'ailleurs ce qui permet de réconcilier la notion de salarié à la notion de dividende. Parce que le mot de dividende salarié, si vous voulez, c'est un mot qui est inadapté et qui est source de confusion. D'ailleurs, dans l'accord signé par les partenaires sociaux, c'est ce qu'ils disent. Ouais. Par contre, la notion d'actionnariat salarié, moi, j'y crois beaucoup. Dans beaucoup d'entreprises, aujourd'hui, le premier actionnaire, ce sont les salariés. Et ça, c'est extrêmement positif. Et à ce moment-là, ils touchent un dividende comme les autres actionnaires. Oui, le dividende salarié, en même temps, on sait que Bruno Le Maire, il tient mordicus malgré l'opposition des entreprises. J'ai posé la question à tout le monde, et vous avez répondu avant même que je vous pose la question. Mais c'est pas tout le monde dit, mais non, c'est une erreur. Dividende, c'est pas non, le dividende, ça n'existe pas. C'est la rémunération du capital. Oui, exactement, donc c'est contradictoire. Donc, mais en l'occurrence, si vous voulez, je crois qu'il faut dépasser les mots. L'accord qui a été signé par les organisations, il traite de ce sujet du partage de la valeur, de façon avec les différents mécanismes qui existent. Et nous, on dit depuis longtemps, il n'y avait pas besoin de rajouter un nouveau mécanisme. Que vous envoyez à Bruno Le Maire en disant non, on n'a pas besoin de dividende salarié. Cet accord, il remplace le dividende salarié. Oui, puisqu'il y a plein de dispositifs qui existent, il fallait les étendre et il faut les rendre plus simples, éventuellement. On peut modifier la fiscalité de certains de ces mécanismes pour leur donner encore plus de poids. Je pense à l'intéressement, sur le forfait social, sur l'actionnariat salarié. Donc il y a un certain nombre de choses qu'on peut faire, mais il y a plein de dispositifs. Vous avez la prime dite Macron, qui devrait pouvoir être pérennisée. Enfin, c'est ce que souhaite cet accord. Donc il y a plein de mécanismes. On ne va pas en rajouter encore un de plus. Vous avez commencé, Pierre-André Schneider, en disant, dans le contexte actuel, ça montre quand même qu'il y a un peu de dialogue social. C'est vrai qu'avec la réforme de retraite. Est-ce que vous diriez que c'est un accord historique ? C'est pas moi qui ai utilisé cette expression. C'est Bruno Le Maire ce matin sur le confrère de BFM TV. Je dirais que dans la situation dans laquelle est la France aujourd'hui, oui. Oui, d'accord. Tiens, à propos de juste un petit point, on va pas refaire tout le déroulé. La réforme des retraites, pour vous, grand patron, président de l'Institut d'entreprise, est-ce qu'elle est indispensable ou pas ? Si vous voulez, moi, là, je m'exprime à titre personnel, mais je pense que, si vous voulez, il y a des réalités de démographie. On vit plus vieux. Le Conseil d'orientation des retraites a clairement montré, on vit plus vieux, il faut travailler plus. On sait plus ce qu'il dit le Conseil. Attends, ne parlez pas des choses très claires. Mais après, si vous voulez, c'est vrai que quand on dit aux Français, il faut travailler plus longtemps, c'est pas très populaire. Donc on comprend que les gens n'aient pas envie. Mais je pense que les Français, in fine, ils sont aussi conscients qu'il y a des réalités. Et après, il faut quand même avoir en tête qu'après cette réforme, la France sera l'un des pays d'Europe dans lequel on va avoir un âge de la retraite le plus tôt, après cette réforme. Donc pourquoi la situation est si différente dans les autres pays ? On sait qu'on a des déficits importants en France, donc malheureusement, je comprends très bien les gens qui... Mais c'est intéressant d'ailleurs, quand je dis je le comprends très bien, c'est que le rapport au travail, il a changé. C'est un des gros enseignements de l'enquête dont on va parler. Absolument, on en parle tout de suite. Mais juste avant, peut-être une question, j'aurais dû commencer par là. Nouveau président de l'Institut d'entreprise, c'est quoi l'Institut d'entreprise ? Vous avez parlé de l'AFEP, il y a le MEDEF, il y a d'autres think tanks. Ça sert à quoi surtout ? Et quelle est votre feuille de route que vous vous êtes fixée ? L'Institut de l'entreprise, qui existe depuis 1975, c'est un lieu de dialogue
entre entreprises et qui a pour objectif de rapprocher les Français de l'entreprise. Donc c'est très très différent des autres organisations professionnelles. Il ne s'agit pas de faire du lobbying, il s'agit d'essayer de montrer les entreprises qui adhérentes de l'Institut d'entreprise, plus d'une centaine d'entreprises, veulent montrer en fait qu'elles sont dans des démarches de progrès qui permettent d'avoir un impact positif vis-à-vis des clients, des salariés, de la société. Donc c'est rapprocher les Français de l'entreprise. Et de ce point de vue-là, si vous voulez, on fait des enquêtes, des baromètres, puisque dialoguer, il faut commencer par écouter. Oui. C'est pas dialoguer, c'est pas comme on le fait quelquefois en France, faire de la pédagogie où on apprend. Ça commence par l'écoute. Donc moi, je suis très très content de voir ce baromètre juste qui a été lancé par mon prédécesseur Édouard Frérot il y a 3 mois. Antoine Frérot, je suis très content avec des entreprises, il y avait Malakoff aussi qui nous ont aidés. Je suis très content d'avoir cet instrument, parce que c'est la base du dialogue. Donc, si vous voulez, moi donc la feuille de route. Votre feuille de route. Alors ma feuille de route, si vous voulez, d'abord, je pense qu'il y a beaucoup de choses très bien qui ont été faites. Deuxièmement, dans les semaines qui viennent, moi je vais rencontrer les adhérents. J'en ai déjà rencontré tout un groupe. Et donc dans les semaines qui viennent, à partir de ce qu'attendent les Français, qui est exprimé dans ce baromètre, on va voir s'il y a des choses à infléchir. Mais il y a des tas de choses que fait aujourd'hui l'Institut d'entreprise qui sont formidables. Il y en a qui sont moins connus que d'autres, mais moi ce qui m'a beaucoup attiré à l'Institut de l'entreprise, c'est ce qu'on fait avec le monde enseignant. L'éducation. L'éducation. C'est vrai que question enseignement économique, il y a de quoi faire. Il y a un site qui s'appelle melchior.fr qui est regardé par un nombre d'enseignants considérable aujourd'hui, et qui les aide à trouver des cas d'entreprise pour enseigner l'économie. C'est eux qui font leur programme, mais on leur donne de la matière s'il y a besoin, des cas concrets. Donc rapprocher l'entreprise du monde de l'enseignement. D'ailleurs, le baromètre dit que les Français veulent que ça se fasse plus. C'est quelque chose de formidable. Si on regarde justement ce baromètre, premier renseignement, 70% des Français ont une bonne image des entreprises. C'est vrai que ça saute pas aux yeux tout de suite. Lorsqu'on voit le problème, la valeur travail qui est en baisse, lorsqu'on voit la question d'après, 44% des Français ont une forme de méfiance vis-à-vis de l'entreprise. C'est la première caractéristique qui à l'esprit lorsqu'on dit le mot entreprise. C'est là où c'est un peu contradictoire. Alors, je vous explique. Mérite des explications. Oui, tout à fait. En fait, c'est la troisième vague du baromètre. On en a fait un en 2017 où il y avait déjà 70%. Qui avait une bonne image d'entreprise. En 2020, juste après Covid, 78%. Et là, on est retombé à 70%. Bon. Donc, on est retombé au niveau où on était en 2019. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un effet Covid formidable, sur lequel tout le monde a vu que les entreprises, elles étaient aidantes, généreuses, pragmatiques dans la gestion de la crise. Et donc, il y a eu comme avec beaucoup il y a eu un code d'amour. Voilà. On a peut-être cru que c'était général, mais on voit que, si vous voulez, c'est quelque chose qui va pas de soi, la confiance dans l'entreprise. Donc, si vous voulez, on a 70% dans un climat qui a complètement changé. Aujourd'hui, on est dans un climat avec, si vous voulez, la guerre, l'inflation. L'Assemblée nationale. On est dans un climat de défiance généralisée. Et donc, ce qui est intéressant dans ce climat, c'est qu'on reste à un très bon niveau, 70%, et surtout, si vous voulez, que sur beaucoup des sujets, l'entreprise est l'institution aujourd'hui qui résiste le mieux. Là vous défendez, là vous jouez les lobbyistes, là vous jouez le rôle de lobbyiste, Pierre-André Chandard. Mais en même temps, c'est les faits, c'est les mais attendez, le fait d'après, c'est 44% citent la méfiance comme première caractéristique de leur état d'esprit vis-à-vis de l'entreprise. Et là, c'est exactement ce que j'étais en train de vous dire, c'est qu'il y a une méfiance généralisée. Donc il y en a une par rapport aux entreprises, mais si vous regardez les autres institutions, même les maires, les présidents de région, les partis politiques, ils baissent plus et la méfiance est plus forte. Donc en gros, dans un océan aujourd'hui de méfiance, l'entreprise surnage et aujourd'hui est considérée comme un lieu structurant très important par les Français. Et puis, il y a aussi quelque chose d'intéressant, c'est les attentes des Français vis-à-vis des institutions pour améliorer les choses. Le premier, ce sont les citoyens, c'est nous, c'est vous, c'est tout le monde. Il y a du positif et du négatif. Les citoyens, les soignants,
et les entreprises. Et puis les entreprises. Voilà. Ça, c'est très, très positif. Oui. Alors, non, je voudrais redire, c'est les citoyens en premier. Ça, on peut le voir de façon positive ou négative. C'est positif parce que les gens se prennent en main eux-mêmes. C'est négatif parce que ça veut dire qu'ils ne voient pas les institutions, quelles qu'elles soient, comme capables de... Il n'y a plus de collectif, exactement. C'est qui était quand même le fondement de la société française. Et les entreprises viennent juste après, bien avant toutes les autres institutions politiques, même avant les maires, qui sont souvent populaires, avant les partis politiques, avant les syndicats, avant... Les derniers, c'est les partis politiques, vous voyez, je regarde. Mais donc, si vous voulez, ça c'est très positif. Mais pourquoi ? Parce que les Français voient bien, et alors pour les salariés c'est encore plus important, évidemment, que l'entreprise est un lieu qui est structurant pour leur vie. Oui, dernière question là-dessus, parce que il y a encore beaucoup de questions à vous poser, évidemment. C'est de voir quand même que la valeur travail... Eh ben, voilà, elle n'existe plus. Les gens, vous avez écouté comme moi, enfin peut-être un petit bout, peut-être pas tout le temps. En tout cas, je vous le souhaite. Nous, on l'a écouté, mais tous les débats à l'Assemblée nationale autour de la retraite. Pas passé mon temps à regarder mais on voit bien que la valeur travail, elle est très écornée aujourd'hui. Donc, là aussi, c'est un peu contradictoire. Les gens n'ont plus envie de travailler dans des grandes entreprises, notamment. Qu'est-ce qu'ils attendent, qu'est-ce qu'ils attendent, les Français de l'entreprise ? Puisqu'ils en attendent beaucoup. Aujourd'hui, ils attendent 3 choses. Dans leurs priorités. La première, on en a déjà parlé, en période d'inflation de pouvoir d'achat, c'est pas anormal, c'est le partage de la valeur. Ouais. La deuxième chose qu'ils attendent, c'est le bien-être au travail. Et puis après, il y a l'écologie. Le bien-être au travail, ça veut dire que pour eux, c'est très important, le bien-être au travail. Oui, le rapport au travail, si vous voulez, il a changé de façon considérable. Et je crois avec la crise sanitaire, le confinement, le télétravail a changé le rapport des Français au travail. Et je pense qu'on est dans une période où on ne sait pas exactement comment ça va évoluer. On est encore traumatisé par cette période. Et le télétravail, si vous voulez, ça a des côtés très très positifs. Mais comment réconcilier une seconde, parce qu'on a encore beaucoup de questions. Comment réconcilier je pense les Français, le travail, l'entreprise. Il faut améliorer le bien-être au travail. Je pense que les entreprises, d'abord, aujourd'hui, elles ont besoin de recruter, et donc il faut qu'elles fassent des efforts dans cette direction. Si les entreprises, on veut les attirer sur le lieu de travail, il faut que ce soit un lieu de travail agréable, que les relations aient changé par rapport à ce que c'était autrefois. Il y a beaucoup de travail à faire. Pierre Chalindar, donc nouveau président de l'Institut d'entreprise, et je le rappelle, président de Saint-Gobain, et aussi coprésident de la Fabrique de l'Industrie avec Louis Gallois. Oui. Est-ce que vous avez vu, il y a un projet de loi qui prévoit de permettre aux collectivités d'avoir recours à des financements un peu extérieurs par rapport à la rénovation des bâtiments publics. C'est quand même un marché à 400 milliards d'euros. Donc c'est important. Considérable. Vous êtes le patron de Saint-Gobain aussi, même si maintenant vous êtes non exécutif. Il n'en demeure pas moins. Vous connaissez ça par cœur. Est-ce que ça va changer tout ? Est-ce que ça va débloquer la situation ? D'abord, la rénovation énergétique, c'est un énorme chantier qu'il faut absolument traiter. Là-dedans, il y a les bâtiments tertiaires. 40% des bâtiments tertiaires sont des bâtiments publics. Oui. Et on pourrait, compte tenu de ces discours, on pourrait penser que l'État et les collectivités donnent l'exemple. Et en fait, c'est quand même plutôt les moins bien traités. Alors on a commencé à mettre beaucoup d'argent. En fait, l'argent, il n'a pas été dépensé. Il y a des blocages à différents niveaux. Donc là, quelle est l'idée de cette proposition de loi ? C'est de dire... Les collectivités locales, ou l'État, mais je pense que c'est beaucoup les collectivités locales, ou les hôpitaux, les écoles, pour leurs hôpitaux, pour leurs écoles, ne vont pas payer, mais elles vont faire un accord avec quelqu'un qui va payer les travaux, et après, au fur et à mesure qu'il y a des économies, ils vont en garder une partie et la collectivité elle va payer à ce moment-là, en se payant sur les économies. Donc vous voyez, c'est un mécanisme, à mon avis, tout à fait intelligent. Est-ce qu'il va marcher ? C'est un peu tôt parce que, mais je pense que ça va régler, pour le dire, mais ça devrait régler des blocages. Moi, je trouve que c'est une très bonne idée. 400 milliards d'euros. Pourquoi les blocages sont dus à quoi ? L'administration ? Les blocages sont liés aux règles de la comptabilité publique, par exemple. Si vous voulez, on pourrait dire, c'est facile puisque c'est pas le budget d'investissement et le budget de fonctionnement, c'est pas le même. Donc vous faites des investissements, mais les collectivités locales, elles ont des règles très strictes sur les investissements. Leur possibilité de s'endetter n'est pas infinie. Et donc là, s'il y a... Alors le sujet des économies d'énergie, c'est qu'il y a des payback qui sont assez bons, mais ils ne sont pas tout de suite. Et donc là, si vous avez quelqu'un qui dit « je vais me rémunérer sur les travaux »,
et je vais et vous allez me payer en fonction des économies que je fais. Ouais. C'est assez vertueux. En même temps, on est dans un contexte où on voit il y a de l'explosion, il y a une inflation très forte, et notamment l'inflation des matériaux. Il y a une pénurie de matériaux, l'impact que ça a évidemment sur les coûts de construction. Ouais. Est-ce que c'est en ce moment qu'il faut faire, il faut lancer des grands travaux? Parce que ça coûte beaucoup plus cher qu'il y a quelques mois. Oui, mais c'est comme le prix de l'énergie. En fait, le sujet, c'est que c'est le prix de l'énergie qui a beaucoup monté. Oui, comme le prix de l'énergie a monté. Non, mais comme le prix de l'énergie a monté, si vous voulez, et c'est celui qui a le plus monté, en fait, les économies d'énergie que vous faites quand vous faites des travaux, elles sont plus importantes puisque par rapport à la facture énergétique. Donc en gros, c'est bon pour faire des travaux. Alors, il y a les matériaux coûtent un peu plus cher, mais moins que l'augmentation des coûts de l'énergie, qui a été le principal driver de l'augmentation du coût des matériaux. Qu'est-ce qu'il faut faire, à votre avis, justement, pour booster, pour que la rénovation énergétique, pour les citoyens, pour les Français, ça marche, parce que pour l'instant, ça coûte trop cher, malgré des aides qui sont trop compliquées. Avec MaPrimeRénov', ça fonctionne pas. Oui, quoi. Et puis elles sont pas, à mon avis, suffisamment bien ciblées sur la rénovation globale. Donc il faut encourager la rénovation globale. Et il faut savoir que ça coûte cher. Écoutez, on ferait un programme massif sur la rénovation énergétique. Ça coûterait beaucoup moins cher que les aides qu'on a fait pour aider sur le combustible fossile. Ouais. Hein, pour aider à. Donc c'est des mauvais choix. Alors, les politiques, ils ont à gérer des contraintes compliquées, mais je pense que sur le moyen terme, c'est des mauvais choix. Oui, il vaudrait mieux mettre le paquet sur la rénovation énergétique. Et c'est là où tout ça est un peu aussi contradictoire. Aujourd'hui, on a subventionné l'énergie. Hein, c'est un peu contradictoire, mais on veut lutter contre le réchauffement climatique. Ouais. Donc, pour le réchauffement climatique, si vous voulez, la crise énergétique, c'est une bonne chose. Après, il y a le problème, on sait bien qu'il faut gérer le problème social qui va avec, mais sur le plan économique, c'est une bonne chose. Il faut, c'est aider les gens modestes. Et il faudrait mettre le paquet sur les passoires énergétiques, qui sont souvent le cas des ménages modestes. Moi, c'est ce que je dis, les passoires énergétiques des gens modestes et les bâtiments publics. C'est ça les deux grandes priorités. Ouais. On dit un mot, peut-être pour finir, parce que vous êtes aussi coprésident de la Fabrique de l'industrie. L'industrie, c'est un peu toute votre histoire. Il n'en demeure pas moins qu'on voit que c'est très compliqué. La réindustrialisation de la France, c'est le leitmotiv, là encore une fois, du ministre de l'économie et des finances. Mais enfin, on voit bien que ça a diminué. On n'est plus qu'à 9%. Et puis surtout, il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui nous disent, nous, on va voir ce qui se passe du côté des États-Unis avec cette IRA. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il faudrait pour débloquer la situation? L'Europe va mettre des mois avant de sortir une solution. D'abord, il faut, après une phase de désindustrialisation massive, depuis 3-4 ans, toute une série de choses qui ont été faites allaient dans le bon sens et on voyait les signes d'amélioration. Tout ça, ça a été cassé. Moi, je suis inquiet aujourd'hui. Hein. Ça a été cassé par la guerre en Ukraine et son impact sur la crise énergétique, auquel se rajoute l'histoire des États-Unis et de l'ARE. Mais la crise énergétique, elle est... Pourquoi la crise énergétique? Parce qu'elle est asymétrique. Hein. Elle va peser beaucoup plus sur l'Europe que sur les États-Unis et l'Asie. Et les Américains rajoutent à ça l'ARE qui en soi, pour eux, est une bonne chose, parce qu'en gros, c'est subventionner et aider la décarbonation aux États-Unis. Oui, mais on n'arrête pas de subventionner. Nous, la décarbonation, oui, mais le problème, c'est que, du coup, on voulait que la décarbonation soit un des instruments de la réindustrialisation de l'Europe, et ça... il y a beaucoup de gros investissements qui risquent, si on ne fait pas attention, de partir aux États-Unis. Donc il faut des réponses. C'est en train de se décider, mais non, c'est pas encore complètement foutu. Demain, je reçois Olivier Andriès de Safran. Je pense que lui, il regarde beaucoup ce qui se passe aux États-Unis. Sur ces trucs de carbone. Mais si vous, il y a encore des choses qu'on peut faire pour essayer. Il va essayer de vous dire à quelles conditions et pour rester en Europe, j'espère. Hein. Donc il faut. Le problème, si vous voulez, c'est que la décarbonation, si on veut l'accélérer, il faut que l'énergie décarbonée soit moins chère que l'énergie carbonée. Et les Américains, ils baissent le prix de l'énergie décarbonée, et nous, on a eu tendance à augmenter le prix de l'énergie carbonée. Et donc, il y a un décalage. Voilà, on a bien compris le problème. Merci, Pierre Tchanada. Donc, 70%, on va retenir le côté positif, 70% des Français aiment leur entreprise, aiment l'entreprise en général. Merci.